Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Gouinement lundi, un direct de Radio Campus Paris. C'est Arina qui vous parle et je dois dire que je suis hyper contente de retrouver nos auditoristes pour ce nouvel épisode sur une thématique qui me tient vraiment à cœur. Ce soir, on va parler de l'EVARS, éducation à la vie affective et relationnelle, à la sexualité, des violences LGBTophobes à l'école et des outils pour les prévenir. Depuis le début de la rentrée scolaire, 2 événements ont fait date. Tout d'abord, en septembre 2025, l'entrée en application du programme national de l'EVAR et l'EVARS, le S de sexualité étant présent qu'à partir de la 4e. Le programme, élaboré par un groupe d'experts composé de professionnels de l'enfance, de l'éducation et de la santé, ainsi que d'universitaires, a tout de suite fait l'objet de nombreuses attaques réactionnaires. Et je vous laisse tout de suite avec un extrait sonore tiré de l'Info ici Roussillon pour illustrer ce propos. Des parents d'élèves mobilisés hier à Perpignan et partout en France. Ils n'ont pas emmené leur enfant à l'école en signe de protestation. Ils refusent la mise en place du programme EVARS de la maternelle au lycée, ce dispositif de l'éducation nationale sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mobilisation portée par des collectifs comme Parents en colère ou SOS Éducation issus d'associations chrétiennes ou musulmanes. Des parents inquiets de ce qui pourrait être transmis à leurs enfants, Clotilde Jupon. À l'origine de cette inquiétude, des vidéos postées sur les réseaux sociaux comme TikTok où des parents d'élèves se filment face caméra en train d'expliquer pourquoi ils ne veulent pas de ce nouveau programme scolaire. Nous, tous les gens du voyage, on ne veut pas qu'ils apprennent à nos enfants l'éducation. Ils découvriront ça en temps et en heure. À 6 ans, lisez-moi des histoires d'amitié, pas de transidentité. À 7 ans, apprenez-moi des synonymes et pas des parties intimes. Les vidéos ont très vite pris de l'ampleur. Résultat, hier, dans certaines écoles primaires des quartiers nord de Perpignan, 1/3 des élèves étaient absents. Dans d'autres, les parents sont allés directement au portail, questionner les enseignants, leur exprimer aussi leur indignation face à ce nouveau programme EVARS. Et donc 2 mois après la sortie du programme, en novembre 2025, sont publiés les résultats de l'étude intitulée Cyber, entre parenthèses, violence de genre chez les 11-18 ans, sous-titrée Victimation sexiste, sexuelle et LGBTphobe dans des collèges et lycées franciliens. Cette étude a été menée par le Centre Hubertine-Auclair, Centre francilien de ressources pour l'égalité entre les femmes et les hommes, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Elle a documenté et quantifié la pluralité des violences de genre, de la 6e à la terminale, tant dans l'espace scolaire que dans le cyberespace, ainsi que le profil genré des victimes. Elle démontre alors, entre autres chiffres, que 85% des élèves déclarent avoir été victimes d'au moins une forme de violence au cours de l'année 2023. Être une fille augmenterait de 65% le risque de subir des violences psychologiques et de 57% pour les violences sexuelles. Elle démontre ensuite que l'assignation à une identité LGBT+, double le risque de subir toutes les formes de violence, qu'elles soient sexuelles, psychologiques ou psychiques, ou physiques. Nous comprenons alors que les filles LGBT+, sont donc les principales victimes de ces violences. Les chiffres sont accablants car selon l'étude, 78% de filles assignées comme lesbiennes, bi ou trans ont subi au moins une victimation sexuelle dans l'année. Donc alors, comment faire face à ces constats ? Quels sont les arguments des personnes opposées à l'éducation à la sexualité ? Est-ce que les luttes contre toutes les discriminations trouvent leur place dans le discours de l'éducation nationale ? Et enfin, quel outil de prévention déployer pour une école plus safe pour toutes et tous ? Et alors, nous avons réuni une équipe de choc pour en parler avec nous ce soir. Donc, à commencer par Alizé. Alizé, tu es professeur documentaliste dans un lycée en Seine-Saint-Denis et tu fais partie de l'association Queer Éducation. Bonjour Alizé. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux présenter les principales missions de Queer Éducation ? Oui, bien sûr. Alors, Queer Éducation, c'est une association qui regroupe des travailleurs et des travailleuses de l'éducation au sens large, donc c'est-à-dire autant des profs que des personnels éducatifs, que en fait toute personne qui gravite autour de milieux éducatifs, quels qu'ils soient. Et c'est une association qui a été fondée en 2019 et qui part vraiment en fait de la croyance que l'éducation est le meilleur moyen de lutter contre toutes les formes de discrimination en profondeur. Merci beaucoup. Avec nous également Eliane. Bonjour. Bonjour. Eliane, tu as été élève d'Alizé il n'y a pas si longtemps et aujourd'hui tu t'engages toi-même dans la lutte contre les discriminations. De quelle façon le fais-tu et pourquoi ? Moi personnellement, je le fais parce que déjà je suis une personne de banlieue qui a découvert sa queerness un peu rapidement, très tôt. Je pense que le manque de représentation, il a été là pendant un bon moment
enfin, je suis un homme trans et pendant un bon moment, le manque de représentation, notamment au collège, c'est un peu compliqué. Je vois très bien qu'il n'y a pas énormément d'éducation sur ces questions-là, sur la représentation des personnes queer, mais aussi racisées. C'est des choses dont on parle pas non plus énormément. Et moi, personnellement, j'essaye au maximum. En fait, je me suis rendu compte qu'avoir une communauté qui est là pour moi, où en fait on va respecter nos identités, on va en parler entre nous, on va quand même un peu struggle tous en même temps, quoi. Essayer de passer ces moments-là à plusieurs, c'est vraiment un truc qui pour moi est important parce que j'ai pas nécessairement eu la possibilité de le faire quand j'étais au collège. Je pense que c'est vraiment des questions sur lesquelles on doit encore plus travailler, d'autant plus en étant des personnes jeunes, militantes et étudiantes qui sommes assez exposés à ce genre de sujet assez constamment, quoi. Très bien, merci beaucoup. Et donc notre troisième invité, c'est Gaëlle. Bonsoir. Bonsoir. Gaëlle, tu travailles au centre Hubertine Auclair. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière on peut être usagère ou usager de ce centre et quel a été ton rôle dans cette étude? Oui, alors le centre Hubertine Auclair, c'est un centre de ressources. Donc une manière d'être usager ou usagère, c'est d'aller sur notre site internet sur lequel on publie en accès libre énormément d'études avec leur synthèse, parce que parfois elles sont très très longues, et beaucoup de ressources donc, qui sont destinées principalement à des professionnels de l'éducation et des collectivités territoriales, mais qui peuvent intéresser tout le monde sur les questions d'égalité et de lutte contre les violences et les cyberviolences de genre. Et dans l'étude dont tu as parlé, moi j'ai eu un rôle de coordination, puisqu'on a aussi travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Margot Déage, qui a mené l'étude, et un bureau d'études qui s'appelle NCLIC, donc avec d'autres collègues du centre Hubertine Auclair. Nous, on a vraiment fait ce travail de cadrage, de coordination, de suivi de l'étude, et on essaye de porter le plus largement possible les résultats aujourd'hui. Merci beaucoup. Et enfin, last but not least, Oriane, tu es membre de l'association CLAF Outil, CLAF'-Outil. Il s'agit d'un collectif féministe qui vient de fêter ses 10 ans. Donc CLAF Outil lutte contre les violences sexistes, sexuelles, LGBTQI-phobes et contre toutes les violences faites aux enfants. Ma question est donc la suivante, c'est quoi les ingrédients de CLAF Outil ? Alors, les ingrédients pour faire un bon clafoutis, je dirais qu'il faut une grosse dose de féminisme queer. Il faut des personnes engagées et badass et qui ont envie de donner de leur temps pour lutter contre les violences que vivent les ados et les enfants. Il faut à minima remettre en question des postures adultistes. C'est-à-dire qu'on n'est que des adultes dans ce collectif, mais on n'est pas d'accord avec la façon dont les adultes traitent les enfants. Et de l'humour et de l'amour. Voilà. J'adore. Ça donne envie de passer à la cuisine. Et ben, pour commencer, du coup, il faut dire que les VARS ne datent pas d'hier. Donc ces prémices remontent jusqu'à dans les années 70 et s'inscrivent dans l'histoire des mouvements féministes et de la libération sexuelle. Donc à ce moment-là, on parlait de la lutte contre les représentations sexistes auxquelles les jeunes seraient exposés via les médias, par exemple les manuels scolaires, les publicités. Mais ensuite, un changement de paradigme s'opère assez rapidement dans les années 80. Donc les élèves à ce moment-là seront désormais considérés comme des sujets à éduquer, donc des potentiels futurs responsables des discriminations et des violences dans la société, et non plus comme des victimes de ces représentations sexistes. Et donc la lutte contre le sexisme se transforme en promotion de l'égalité. Donc c'est vraiment en ces termes qu'on va en parler. Donc la première circulaire sur la mise en place de l'enseignement de la vie affective et sexuelle date de 2001. Donc d'il y a plus de 20 ans. Donc elle stipule que chaque élève doit bénéficier tous les ans de 3 séances d'éducation à la vie affective et relationnelle, donc obligatoires, et à la sexualité à partir du collège. En 2021, un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a constaté donc que moins de 15% des élèves bénéficient de séances d'éducation sexuelle pendant l'année scolaire à l'école primaire et moins de 20% au collège et lycée. Donc une nouvelle enquête a été menée par le collectif Nous Toutes. Et en novembre 2023, SIDAction, le planning familial et SOS Homophobie saisissent la justice administrative pour dénoncer des carences fautives du ministère de l'Éducation nationale en la matière de l'EVARS, donc c'est-à-dire le non-respect en fait de ses obligations tout simplement. Et donc, je me tourne vers toi, Alizée, pour commencer cette discussion. Alors, pourquoi, en fait, cet enseignement s'est avéré aussi peu dispensé ? Et pourquoi l'apparition de ce si attendu programme, enfin sorti, le programme national, fait autant bouillir les parents d'élèves, pas seulement de Perpignan, mais partout ailleurs ?
Pour la mise en œuvre des fameuses 3 séances par an, je pense qu'il y a 2 obstacles principaux. Le premier, c'est le manque de moyens, donc que ce soit en termes de temps, de rémunération, de formation. Et ça, d'ailleurs, le gros problème, c'est que ce programme, en fait, il change pas grand-chose à ça, parce que ça persiste. Et même moi, je dirais qu'il signe un refus, en fait, de dédier des heures supplémentaires à cette éducation, parce que là, les interventions, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles vont être en quelque sorte disciplinarisées, c'est-à-dire que ça va être des heures qui seront prises sur les heures de la matière du prof ou de la prof qui va faire ces séances. Et ça a du coup comme conséquence principale de mettre en concurrence les VARS avec les disciplines. Et quand on sait que pour les collègues, il y a déjà quand même un stress assez fort sur le fait de finir les programmes, ça donne parfois l'impression de rogner sur la transmission du disciplinaire, et c'est pas forcément le meilleur moyen de donner envie de faire des séances des VARS. Voilà. Et le deuxième obstacle, que le programme vient quand même un petit peu diminuer, je dirais, parce que ce programme, quand même, il permet de légitimer, de cadrer. Et le deuxième obstacle, justement, c'est ça, en fait. C'est ce flou qu'il y avait jusqu'ici, qui persiste encore malgré tout, mais ce flou de, en fait, qui c'est qui doit les faire, ces 3 séances annuelles, et qu'est-ce qu'on y raconte, c'est quoi leur contenu. Voilà, le programme n'y répond pas selon moi de manière complètement satisfaisante, même si pour l'instant c'est un peu tôt de le dire, mais là ça repose encore beaucoup sur les équipes. On voit pas un gros changement, nous de notre côté pour l'instant, en termes de pilotage de la part des directions, donc pour l'instant il y répond que partiellement. Voilà, ça c'était pour les obstacles. Et concernant les réactions des parents, je pense que déjà ça fait pas bouillir tous les parents, heureusement. J'imagine, ouais, heureusement. Mais il y a parfois des réactions très virulentes, c'est vrai, voire même des attaques. C'était pareil avec les abécédaires de l'égalité en 2014. On a vu les mêmes levées de boucliers. Et ça, c'est pour des raisons, selon moi, idéologiques, principalement. Et je crois aussi que les médias ont joué un rôle important à créer une forme de panique morale autour de ça. Est-ce que, Oriane, tu veux rajouter quelque chose à ce propos de la panique morale, ou peut-être dans ce que toi tu as rencontré aussi en tant qu'animatrice? Ouais, dans diverses expériences professionnelles, en fait, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a une sorte de volonté des parents et des adultes de manière générale à vouloir contrôler les corps et les sexualités de la jeunesse. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc de on peut pas laisser, et surtout les filles, toujours, on peut pas laisser les filles s'habiller comme ça, on peut pas laisser les filles rentrer dans la sexualité sans contrôle des hommes principalement, enfin sans un contrôle patriarcal. Et moi je l'observe, et c'est très ancré, y compris chez les adultes qui bossent dans l'éducation nationale et qui du coup vont très facilement se ranger du côté des parents qui, parce qu'ils se positionnent aussi parfois eux-mêmes en tant que parents. Il y a plein de gens qui travaillent à l'éducation nationale qui sont parents et qui arrivent à se projeter dans ce truc de « Ah oui, moi aussi, je voudrais pas que mes enfants ils aient une sexualité », mais en fait, c'est pas le choix des parents de savoir si les enfants ont pas une sexualité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, il y a des incompréhensions sur le fait que l'entrée dans la sexualité, c'est pas la décision des parents, mais par contre, l'accompagner pour qu'elle soit pas synonyme de violence, ça, c'est un rôle collectif qu'on a, que ce soit nous, association, l'école, les parents, voilà. Est-ce que, Eliane, toi, tu as eu l'impression d'être accompagnée pour que ça soit pas synonyme de violence dernièrement, peut-être dans aussi les interventions qui a eu lieu quand toi-même tu étais élève, toi qui as un souvenir encore un peu frais des bancs de l'école? Alors moi, quand j'étais au lycée, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait toutes les fois où le programme il devait être annoncé. Bon, j'ai pas fait les 3 fois par an, quoi. C'était pas du tout ça. C'est-à-dire que ça n'avait pas été mis en place. Ça n'a pas été mis en place. C'est pas tout à fait chez les cours. C'est ça, pas du tout. Pas du tout. Mais j'étais bien présent. Alors oui, effectivement, moi perso, quand j'ai assisté la première fois à un programme qui a été présenté, déjà de un, c'était beaucoup sur comment dire. Déjà, je pense que c'est bien, effectivement, qu'on parle de sexisme, mais c'est vraiment plutôt des sujets, on va dire, plutôt hommes et femmes, et de manière assez binaire, pas nécessairement la représentation. C'est vraiment, en fait, on a un peu l'impression d'apprendre à se comporter, alors que c'est des choses qu'on peut éventuellement apprendre quand on est au collège. Enfin, en fait, la relation entre hommes et femmes, elle se fait pas à partir du lycée, elle se fait bien avant. Et même du rapport au corps qu'on peut avoir. Personnellement, moi, alors j'ai pas
je sais pas trop ce qui se dit derrière, ce qui se dit chez les parents d'élèves. Alors j'ai un peu plus l'impression qu'il y a un peu plus une panique chez les parents que chez les élèves, parce que en fait moi j'ai été un ado, je sais très bien que ma sexualité je l'ai commencé pas au lycée, ou pas au moment en fait les VARS commencent à venir. La sexualité elle existe avant en fait qu'il y ait toutes ces notions, donc forcément en fait j'ai pas particulièrement l'impression en tout cas que en fait quand tu découvres ta sexualité, t'es accompagné, t'es éduqué, tu sais pas du tout par où commencer. Plus quand t'es queer, ça peut être autre chose aussi. Je pense que la sexualité, et même en fait quand on voit les chiffres même de personnes de mon âge, je vois très bien à quel point les gens sont pas du tout éduqués, ils ont des rapports à risque. C'est pas non plus des choses à négliger. Et j'ai pas particulièrement en tout cas l'impression que en fait D'avoir été accompagné spécialement. C'est ça exactement. Donc et j'ai pas nécessairement l'impression aussi que nous-mêmes en tant que jeunes en fait on a appris, et donc qu'on va essayer de dire aux autres. Donc forcément en fait comme tout le monde s'en fout entre gros guillemets, ça continue quoi. Merci. Donc je me tourne maintenant vers Gaëlle. Donc, dans le cadre de l'étude, 3828 élèves ont participé à une enquête de victimation. Des entretiens ont été menés également avec le personnel de l'éducation notamment, et avec un focus group composé de jeunes aussi. Donc est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu quelle a été la méthodologie de cette étude dans les grandes lignes, et aussi ses contraintes liées au caractère quand même assez sensible des données à récolter? Oui, alors on a passé pas mal de temps à réfléchir sur la question de la méthodologie. Donc nous, l'idée de l'étude, c'était vraiment de pouvoir apporter des données chiffrées qui démontrent en fait où est-ce qu'on en est de la question des violences et des cyberviolences en milieu scolaire, avec la focale spécifique de l'analyser au prisme du genre. Donc de voir comment ça va en fait toucher des élèves de manière différente, de s'ils sont une fille, un garçon, des élèves non-binaires, des élèves LGBT. Donc c'était ça vraiment le cadre de notre étude. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est une enquête de victimation sur le même modèle que celles qui sont faites par le ministère de l'Éducation nationale, qui tous les ans publie des chiffres, en tout cas tous les quelques années, fait des grandes études sur les élèves de primaire, de collège, de lycée, sur le vécu des enseignants-enseignantes aussi, et donc qui publie ces chiffres. Donc nous, on l'a fait à l'échelle de l'Île-de-France. On a choisi 12 établissements qui se sont portés volontaires, et grâce au rectorat des académies de Créteil, Paris et Versailles qui nous ont soutenus dans cette démarche, qui nous ont aidés à contacter les établissements, et qui les ont autorisés aussi d'une certaine manière à participer à cette étude qui est financée par l'Éducation nationale et la région Île-de-France, et donc ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'avec ces élèves, qui étaient des élèves de la 6e à la terminale, on leur a posé beaucoup de questions, toute une partie de questions sur leurs caractéristiques, donc dans quelle classe chaque élève est, est-ce que cet élève est une fille, un garçon, ou on avait réussi à laisser un champ autre, donc où les élèves ont pu remplir. Et donc on a des élèves non-binaires dans notre étude, on en a peu, donc en termes de statistiques, c'était difficile d'en dire quelque chose, mais on a choisi de les laisser, de les faire apparaître pour aussi rendre visibles ces élèves, et le besoin d'étudier aussi leur réalité spécifique. Et il y avait pas mal de questions aussi sur la classe sociale des différents élèves. Et une fois qu'on avait ça, on leur a posé des questions sur ce qui leur était arrivé au cours de l'année scolaire qui venait de s'écouler. Donc c'était au printemps, et on leur demandait, depuis le début de l'année, est-ce que tu as vécu telle chose, telle chose, telle chose, et on leur a posé des questions sur toutes les formes de violence, enfin sur beaucoup de formes de violence qu'ils et elles pouvaient vivre en milieu scolaire. Donc c'était vraiment ça la focale. Les contraintes, c'est qu'on pose des questions à des mineurs sur des violences dans le cadre scolaire. Donc pour nous, il fallait que notre questionnaire soit validé par le ministère, qu'il puisse être passé dans les établissements scolaires, nous, on avait des contraintes aussi, essayer de minimiser le risque de revictimation des élèves, parce qu'en fait, on demandait quand même aux élèves de répondre à des questions sur les violences vécues, donc d'encadrer tout ça en leur donnant des ressources à la fin, en étant sûr que leurs paroles pouvaient s'exprimer ailleurs, puisque le questionnaire était anonyme. Et donc, la question de les données sur les violences sexuelles, ça pose toujours question. Par exemple, on n'a pas finalement posé de questions directes sur la question des viols, parce que en fait, les élèves
vu qu'on parlait à des élèves à partir de la 6e, ça a été difficile d'argumenter le fait qu'on pouvait parler de viol à des élèves de 6e, qui seraient, et c'est un peu ce qu'on a entendu dans les parents, qui seraient un peu trop petits pour savoir que ça existe. Les enfants qui vivent des violences savent très bien que ça existe, et les autres ont tout intérêt à savoir que ça peut arriver. Et l'autre sujet sur lequel on voulait travailler, c'était les élèves LGBT. Et donc là aussi, il y a une contrainte assez forte, puisque on considère que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre non cisgenre, en fait, c'est une donnée qui est une donnée à caractère sensible. Et donc, nous, on n'a pas pu la collecter telle qu'elle auprès des élèves, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu au début leur demander je suis fille, garçon, autre, on a réussi à le demander, mais on ne pouvait pas avoir une question suivante qui aurait été je suis hétéro, lesbienne, bi, je me pose des questions, je m'en fiche, je veux pas répondre, et une autre question, je suis cisgenre, je suis transgenre, on ne pouvait pas poser ces questions. Et comment du coup vous avez réussi à quand même récolter ces données, à contourner un petit peu cette contrainte? Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait, dans toutes nos questions, il y avait 2 questions spécifiques sur des victimations qui concernent les élèves qui sont perçus par les autres, comme lesbiennes, gays, bi ou trans. Donc il y avait une question, qui sont des questions sur l'outing. Il y avait une question: est-ce qu'on a déjà dit ou menacé de dire que tu étais lesbienne, bi ou gay, même si ce n'était pas vrai? Et une autre question qui était: est-ce qu'on a déjà dit de toi ou menacé de dire de toi que tu étais trans ou non-binaire, même si ce n'est pas vrai? Donc il y a des élèves qui ont répondu oui à cette question. Et en fait, on a pris ces groupes d'élèves et on s'est dit que ces élèves-là, qui avaient déjà vécu de l'outing ou une menace d'outing, étaient perçus, considérés par les autres comme étant LGBT. Et donc on allait se dire que on constituait ce groupe de cette manière. Malheureusement, on n'avait pas assez d'élèves qui ont répondu oui à la question sur l'outing trans ou non-binaire, donc on n'a pas pu faire 2 catégories distinctes, ce qui aurait été super intéressant de savoir, et ça fait partie des limites, hein, on n'a pas le degré de détail, alors qu'on sait que les élèves trans ne vivent pas la même chose que les élèves cis, mais on a fait le choix de rassembler donc les filles lesbiennes, bi et trans d'un côté, les garçons qui sont donc perçus, assignés, on utilise ce terme, comme gays, bi ou trans, et on a 2 autres catégories qui sont les filles qui ne sont pas assignées par les autres à une identité lesbienne, bi ou trans, et les garçons qui ne sont pas assignés par les autres à une identité gay, bi ou trans. Et les élèves non-binaires, dont on ne peut pas dire grand-chose statistiquement parce que l'échantillon est tout petit, mais qui se retrouvent dans tous les tableaux de notre étude, voilà, en l'attente de résultats significatifs statistiquement. Est-ce qu'il est clairement identifié dans l'étude de la part de qui les jeunes ont subi ces violences? Alors le but de l'étude, c'était pas de se concentrer spécifiquement sur la question des jeunes qui commettent des violences. On a posé des questions sur globalement, qui commet les violences, où est-ce qu'ont eu lieu ces violences, donc en ligne, hors ligne, dans l'établissement scolaire, en dehors de l'établissement scolaire, qui commet les violences. Ce qui ressort, c'est que majoritairement, ce sont des garçons ou des groupes de garçons qui commettent ces violences, peu importe auprès de qui, même si ça dépend en fonction du type de violence et du type de victime. Il y a aussi des groupes mixtes ou des filles qui commettent des violences, évidemment, mais ça ressort quand même de manière très importante que ce sont des garçons en milieu scolaire qui commettent des violences envers d'autres élèves, Donc filles des ou garçons. pères et Des pères, oui. mais pas les adultes. Il y a des adultes qui commettent des violences envers les enfants, et c'est très grave. C'est d'autant plus grave que ces adultes exercent une forme de domination de par leur âge sur les enfants. Ça a des conséquences super graves en termes de nombre de violences. En fait, il y a énormément de violences entre les jeunes, donc il y en a énormément dans notre étude. Et une autre hypothèse, mais qu'on n'a pas dans qui est une hypothèse, c'est aussi que se pose toute la question de qu'est-ce qu'on identifie comme des violences et qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes à identifier comme étant des violences. Et c'est pour ça, pour moi aussi, que l'EVARS n'est pas mis en place, parce que si on le met bien en place, c'est révolutionnaire, parce que ça fait réfléchir au rapport de pouvoir et qui a le droit de consentir, qui a le droit d'imposer. Et on apprend aussi beaucoup plus aux jeunes à décrypter, à voir. On l'apprend déjà pas assez, mais à décrypter, à voir des violences commises par les pères. Par contre, on apprend à tout le monde à normaliser, à banaliser les violences de manière générale, mais encore plus les violences qui sont commises par des adultes sur des enfants.
Quand on demande aux gens après de déclarer les violences vécues, c'est pas non plus étonnant que ces violences, elles ressortent pas beaucoup. Merci beaucoup Gaëlle. Vous écoutez toujours Gouinement lundi sur Radio Campus Paris. En 2019, paraît le livre de Gabriel Richard, Hétéro l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité. Ce livre, on vous le recommande vivement. Plutôt que de parler de l'inclusion, c'est-à-dire d'intégration des différences, envisagées comme étant des exceptions par rapport à une norme, cet ouvrage propose d'interroger la norme même et ses fondements au sein de l'école. Elle parle de l'importance de la manière dont on construit notre langage pour le rendre davantage queer, où il s'agirait notamment d'arrêter de faire de la présomption d'hétérosexualité des élèves. Oriane, toi qui animes des ateliers de l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les lycées, est-ce que tu t'inscris dans ces démarches de l'éducation anti-oppressive et si oui, de quelle manière ? Alors, idéalement oui, et concrètement pas toujours parce que en fait, changer complètement de paradigme en termes de pédagogie et surtout changer de paradigme par rapport à la pédagogie qu'on a soi-même vécue, pour ne pas dire subie, à l'école, ça demande un travail assez intense et collectif. Du coup, genre à Clafoutis, on fait des animations, c'est toujours des co-animations, on n'est jamais seul face à une classe. Et en fait, le temps de formation, donc on a entamé, en tout cas, on a déjà fait une formation là-dessus et on essaye d'aller vers ça. Mais c'est comme toutes les formes d'oppression. Enfin, en fait, à partir du moment où on a grandi et dans une société qui est oppressive, déconstruire tout ça, c'est pas parce qu'on en a envie que ça se fait instantanément. Mais effectivement, on essaye de faire attention à ne pas... de base, on ne présume pas de l'hétérosexualité des jeunes comme ça. Moi, je sais que, par exemple, je fais attention à... Quand les jeunes posent une question et que je la reformule pour m'assurer que j'ai bien compris, j'en profite pour retirer ce qu'il y a à retirer. Par exemple, quand ils me posent des questions sur et les filles et les garçons, et je repose la question est-ce que tu me poses une question sur les personnes qui ont un pénis, enfin, c'est de ça dont tu veux parler. Si tu veux parler du pénis, on va parler du pénis, mais c'est pas forcément les garçons. Donc voilà. Et de quelle façon, par exemple, tu abordes les questions de sexualité queer ? Est-ce que ça fait partie de ton cahier de charge en tant qu'animatrice d'emmener ce sujet-là ? Ou est-ce que c'est plutôt dans un flow d'une animation que ça arrive naturellement Justement, en ne faisant pas de présomption d'hétérosexualité, genre quand on interroge les jeunes, on leur dit toujours votre copain ou votre copine. Ça reste très binaire dans le langage, et il y a aussi cette question-là de comment est-ce qu'on fait pour débinariser un langage qui est très binaire. Mais donc voilà, il y a dans la façon de formuler les questions, les consignes. Et ensuite, moi, je vais aborder les questions queer si le groupe me pose des questions sur des questions queer. Mais je vais pas imposer à une classe de parler de questions LGBT si je sens que le climat est pas propice à ça, parce que mon but, c'est pas de déclencher que toutes les remarques LGBT-phobes sortent dans la classe, parce qu'il y a celles que je vais pouvoir reprendre, mais il y a tous les petits chuchotis, etc. Donc en fait, si la probabilité, c'est qu'il y a une personne queer dans la salle, en dehors de moi, parmi les jeunes. Et du coup, genre, moi, mon but, c'est que cette personne se sente bien. Et en fait, si on va plus sur les sujets de consentement, on va s'assurer qu'on parle de questions de consentement et de plaisir qui incluent toutes les personnes et toutes les formes de relations et de couples qu'il peut y avoir. Mais j'ai pas un cahier des charges de il faut absolument que j'ai dit lesbienne avant la fin de la séance. Pas bravo les lesbiennes, même pas un. Si, des fois, mais pas toujours. Bon, ça va alors. Dans l'étude sur les cyberviolences, on démontre également que seulement 26% des victimes osent en parler et seulement 13% se tournent vers les adultes de leur établissement scolaire. Donc, selon toi, Eliane, pourquoi le chiffre est aussi bas ? Et toi, par exemple, à quoi tu reconnais un adulte allié ? Alors moi, je sais qu'il y a... Alors, c'est un peu compliqué comme question parce que tu sais pas réellement quand est-ce que les adultes sont des alliés. Je pense que en vrai, en général,
Bah, moi, en vrai, je vais beaucoup plus me tourner vers des femmes parce que en vrai, j'ai plus un passif avec ça. Mais en vrai, on se rend un peu compte que bon, il y a des femmes qui peuvent être aussi homophobes et ne pas connaître les questions de transidentité, d'homosexualité ou autres. Les adultes ne sont pas tous des alliés et en réalité, je pense que quand t'es enfant, tu te poses pas tant la question de. En fait, tu fais attention. Je pense que juste tu subis surtout le truc parce que tu t'attends à ce que justement les adultes soient des alliés. Donc en fait, tu te rends un peu compte sur le tas. T'as pas quand tu t'essayes de dire ton identité ou quand en fait par maladresse, par exemple, tu dis que t'es non-binaire à une personne enfin notamment un adulte par exemple qui te genre au féminin ou au masculin, ou inversement tu dis que t'es une personne trans dans ce même cadre. Ça peut être un peu violent, notamment quand tu te dis que c'est une personne qui est censée être une alliée, parce que justement tu vois un peu la figure d'autorité, que t'es à l'école, elle est censée t'enseigner des trucs. C'est un peu compliqué en fait de vraiment distinguer qui est un allié ou non. C'est pour ça que je pense que, en fait, ça aussi, c'est un peu un truc qui met mal à l'aise, le fait que, par exemple, les formations, les VARS, elles sont surtout dirigées vers des enfants. Parce qu'effectivement, oui, le but, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de violence entre enfants, mais qu'il y a aussi des violences faites sur les enfants par des adultes, Bien sûr. notamment des violences homophobes, transphobes et autres. Et en l'occurrence, bah, certes, ces formations, les VARS, elles sont orientées vers les élèves, mais est-ce que les adultes, ils ont ces formations? Est-ce que vraiment ils sont formés là-dessus? Parce qu'en fait, c'est pas avec les VARS, ils sont censés être un peu bah, à côté, on va dire, des personnes qui sont qui viennent d'associations et tout. Donc je me demande réellement si bah, les professeurs prennent note, si vraiment ils en prennent. Enfin, j'imagine que ils sont éduqués, mais est-ce qu'ils le sont assez, notamment quand tu as une position d'autorité sur des élèves? Ça, je pense pas assez. Et toi, Alizé, justement, pour répondre à cette question, je sais que tu as mis en place un dispositif qui s'appelle la Queereille dans ton établissement. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça voudrait dire que les élèves savent que tu vas les écouter avec une oreille queer? Bah ouais, c'est exactement ça. En fait, la queereille, c'est justement, je pense, une des manières qu'on peut avoir d'envoyer le signe qu'on est un adulte allié dans un établissement scolaire. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place, c'est-à-dire que que j'ai mis sur la porte du CDI, mais c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un logo qui a été créé il y a quelques années maintenant par une collègue CPE qui est aussi membre de Queer Éducation. Et en fait, c'est tout simplement le dessin d'une oreille sur le fond d'un drapeau LGBT avec un slogan qui dit très précisément « Élèves, collègues, ce symbole signifie qu'une oreille attentive est là pour vous et ne nous taisons plus face aux discriminations à l'école ». Donc c'est quelque chose, un symbole qu'on peut mettre voilà, sur des portes de bureau, sur des sacs, sur des tableaux, dans des salles, et qui fait partie de cette constellation de signes un peu qu'on peut utiliser pour renvoyer les bons signaux, en quelque sorte. Et est-ce que ce type d'initiative, selon toi, il ne rentrerait pas un peu en contradiction avec cette prétendue règle de neutralité que doivent respecter les enseignants et les enseignantes à l'école? Bah alors, selon moi, non, mais c'est même pas que selon moi, en fait, c'est selon la loi non plus. Parce que, en fait, ce fameux devoir de neutralité qu'on entend souvent, ça fait partie des 3 limites qui existent à la liberté d'expression, qui est garantie par ailleurs aux fonctionnaires par la loi. Donc il y a le devoir de neutralité, le devoir de discrétion et le devoir de réserve. Et ce devoir de neutralité, en fait, il concerne que l'expression d'opinions politiques ou religieuses. Et la lutte contre les discriminations, c'est pas une opinion politique, c'est un devoir en fait, dans la mesure où en France, la discrimination, c'est un délit. Et d'ailleurs, même dans le référentiel de compétences des enseignants et enseignantes qui est sorti en 2013, c'est clairement écrit noir sur blanc que agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques, ça nous incombe, et que l'enseignant ainsi que l'ensemble des personnels éducatifs doit se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre. Donc, je dirais même que c'est validé. Voilà un joli projet. Merci. Et du coup, j'aimerais maintenant vous interroger sur une idée. Donc, les VARS, en fait, seraient perçus comme une lutte néocoloniale, donc étant menée principalement par des professionnels femmes blanches et qui se disent de gauche auprès des jeunes des quartiers prioritaires.
Est-ce que ce sont les seuls qui ont la légitimité d'intervenir? Est-ce qu'il y a d'autres formes d'intervention qui existent? Voilà, des dispositifs qui répondent un petit peu, qui déconstruisent cette idée ou pas spécialement? Donc peut-être, Gaëlle, si tu veux interagir, réagir à ça. Oui, bah, je dirais que c'est perçu comme ça certainement à raison, étant donné que quand on réunit des personnes qui animent des séances d'EVARS, enfin, on le disait en blaguant, mais même en fait on prend, les associations féministes qui ont accès à des établissements scolaires, parce que c'est quand même, spécifique et des profs, on mélange. Bon, il y a quand même une forte chance pour qu'on tombe sur une personne blanche, hein, donc il y a quand même cet enjeu. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans notre étude, on n'a pas questionné cet axe, les questions de race, aussi parce que c'est compliqué, enfin, mais bon, plein d'autres trucs sont compliqués, hein, donc il y a quand même aussi tous ces manières de voir les choses. On sait que quand les ABCD de l'égalité avaient été mis en place en 2012, ils avaient été mis en place principalement dans des quartiers populaires. Donc tout ça, c'est pas des hasards, hein, c'est la création l'altérisation d'une catégorie de personnes qui sont les personnes, les autres, qui commettent des violences. Et qui sont ces autres, ben, c'est des jeunes de quartiers populaires, c'est des jeunes racisés. Et donc, bah, qui doit les sauver, les éduquer, bah, en miroir. Et non empreint de sexisme et d'autres formes voilà, d'assignation aussi, hein. C'est quand même en grande partie des femmes blanches. Et ça s'améliore pas tant que ça. On évoquait le fait que la campagne annuelle de lutte contre le harcèlement du ministère de l'Éducation nationale de 25-26, donc cette année, pour la première fois parle de lesbophobie de manière franche et assumée, puisque le mot lesbienne est dit dans les 5 premières secondes de la vidéo. Mais que le choix qui a été fait, c'est une vidéo que des élèves ont faite, ils ont gagné un concours, elle a été refaite par des professionnels, c'est des élèves de La Réunion. Et le choix qui a été fait, c'est de filmer une jeune élève blanche qui est victime de violences par ces élèves qui sont en majorité non blancs et non blanches. Donc en fait... Alors que les élèves n'ont pas fait ce choix, eux, de prime abord, si je comprends Voilà, bien. dans la vidéo des élèves au début, il y avait un couple, et on voyait donc un couple avec une jeune fille blanche et une jeune fille non blanche qui étaient victimes de leurs camarades. Et le choix qui a été fait, c'est d'en retenir qu'une. Alors, il y a certainement plein de raisons qui l'expliquent, hein, mais la vidéo paraît. Et donc, sous couvert de lutter contre les violences de genre, finalement, au pire, on ne combat pas un imaginaire raciste qui assigne les responsables des violences en étant des jeunes racisés ou des jeunes de quartier populaire. Au pire, on continue d'entretenir, de nourrir et de renforcer ces mensonges qui sont bien pratiques pour ceux qui ne souhaitent pas changer leur ordre établi, en fait. Et justement, si on sort de l'imaginaire des quartiers populaires et qu'on visite l'imaginaire plutôt des établissements privés, des établissements bourgeois, qu'est-ce qu'on y retrouve? Est-ce que d'un coup, tout devient magique, magnifique, tout le monde est hyper déconstruit, les parents d'élèves sont à fond pour les VARS ou pas du tout? Alors, pas du tout. Pas trop. Et en tout cas, d'un point de vue médiatique, il y a un énorme deux poids, deux mesures aussi, puisqu'il y a eu après Betaram, même avant, hein, il y a eu quand même des rapports de l'inspection de l'éducation nationale, des articles de presse qui démontrent de violences éducatives, de violences sexuelles, de violences de tout ordre dans des établissements extrêmement favorisés de l'élite. Voilà, et qu'en fait, ça continue. Donc là, finalement, c'est plus si important que ça. Alors que si ça se passe ailleurs, chez les autres, là, il faut y remédier, il faut prévenir, quoi. Ouais. Oui, Oriane? Oui, pardon. En fait, ça me fait réagir parce que c'est un truc que j'ai lu récemment, mais je sais plus si c'est dans le livre de Gabriel Richard dont tu parlais ou Simon Massey, Discipliner les banlieues. Mais je crois qu'il y a les deux en parlent un peu. Mais en gros, avec cette idée que on a créé l'éducation, la promotion de l'égalité, etc. Mais faut surtout pas me parler de culture patriarcale, ni de culture du viol, ni de normes hétérosexuelles. Enfin, toutes les notions de sociologie, elles sont plutôt en dehors. On parle de stéréotypes et de discrimination, mais tranquille. On va surtout parler de santé parce que ce qu'il faut, c'est que les jeunes mettent des capotes.
Mais donc on a ce truc-là de la culture patriarcale qui n'existe pas trop, où il faut pas trop en parler. Mais par contre, dès qu'on parle de violence, on peut en parler s'il s'agit d'accuser la culture supposée des jeunes de banlieue. Et du coup, il y a cette idée que quand il y a une violence qui est révélée dans un établissement scolaire, bah, quand c'est dans un établissement de quartier populaire, on met ça sur le compte de mais oui, mais en fait, ça vient de sa culture et du coup, il faut qu'on fasse une intervention auprès de tous les jeunes, vu qu'ils partagent tous la même culture du Bladistan. Enfin, je sais pas, j'ai un peu cette idée de voilà, ils viennent tous du même endroit et ils sont tous très sexistes. Et par contre, dans un quartier, dans un beau quartier aisé où un jeune va commettre exactement la même violence, là, c'est très individuel et c'est en fait, bah oui, il a diffusé des photos intimes de son ex, mais en fait, c'est parce que il est très malheureux et puis en plus, il était très amoureux et aussi, enfin, donc c'est très individuel C'est un comme crime situation. passionnel. C'est un crime passionnel, c'est ça. Et c'est vraiment genre. Quoi. Et voilà, et en ce moment, c'est des parents divorcent, donc il faut comprendre. Mais donc, le problème, il n'est pas considéré comme étant faisant partie de la culture collective du jeune homme d'un côté, et de l'autre côté, c'est complètement sa culture. Et la différence entre les deux, c'est que c'est leur niveau socio-économique et leur couleur de peau. Enfin, oui. Et qui a le droit de faire des erreurs ou pas, en fait, qui a le droit voilà. d'être jeune et qui a le droit d'être jeune et de faire liées à sa voilà. jeunesse et qui n'a pas le droit à ça. Il faut que jeunesse se passe dans les beaux quartiers, mais les autres, non, il faut les discipliner apparemment. Et est-ce qu'il existe un peu la version Némésis de l'Evars, où on apprendrait un petit peu tout à l'envers, dispensé par des associations de droite? Eh bah, oui. Ouais, il y a, j'ai pas les chiffres ni les noms parce que j'essaie de pas retenir trop d'infos là-dessus, mais il y a Édouard Sterrin notamment qui est le grand financeur de l'extrême droite, qui a financé un programme qui permet à n'importe qui travaillerait principalement dans des lycées privés, mais qui veut faire de l'EVARS, un programme de formation en ligne, etc. Et où clairement, ce qu'on propose, c'est de pas trop parler, enfin de diaboliser un peu l'IVG. On va parler de choses très binaires, très hétéronormées, enfin genre, on adapte la façon dont le programme il a été écrit. Et en fait, faut pas oublier ça non plus, c'est que le programme EVARS, il a été écrit de manière à ce qu'il puisse sortir. Et ben on a demandé au planning familial, mais y compris au syndicat de la famille, ex-Manif pour tous, de se réunir pour donner leur avis, pour sortir un programme qui convient à tout le monde. Bah, le résultat, c'est que certains peuvent se l'approprier, peuvent répondre aux normes du programme, tout en continuant de construire une norme extrêmement violente et oppressive. Gaëlle? Et ça questionne aussi sur qui est exclu de la mise en œuvre de l'EVARS. Et il y a eu ces dernières années des cas d'associations qui seraient allées trop loin ou qui auraient parlé de sujets pas comme il faut ou pas de la bonne manière, parce qu'elles auraient abordé les questions de racisme, les questions de discrimination liées aux religions, et que ça n'a pas sa place, ça n'est pas le bon moment, pas le bon endroit, enfin c'est jamais le moment en fait, vu qu'on on le fait pas ou on peut pas le faire, ou même parler de questions trans, et qui se sont vus retirer des subventions, pas à grand bruit, mais voilà, fermer des portes, voilà, jusqu'à pour certaines fermer. Donc il y a aussi, et ça montre aussi un exemple pour d'autres personnes, d'autres associations qui voudraient faire ça, qui savent que leurs collègues de telle autre association, il leur est arrivé ça. Donc c'est quand même pas, changeant ce que tu dis, Ariane, c'est pas non plus 100% acquis. Et est-ce que, voilà, un petit peu pour clôturer cette séquence, est-ce que vous identifiez des leviers un peu immédiats comme ça pour aller plus loin, pour répondre à ça, pour finalement pour une école plus safe pour tout le monde? Moi, je dirais se questionner les normes, comme l'a dit Oriane tout à l'heure, et du coup, pour ça, notamment s'appuyer sur les pédagogies queer, les pédagogies critiques, qui permettent vraiment en fait de visibiliser toutes ces normes qui sous-tendent l'institution scolaire, qui sont les mêmes qui sous-tendent la société de toute façon, donc cis, hétéro, validistes, blanches, etc. Puis je dirais aussi les élèves. Je pense que c'est important de s'appuyer sur les élèves, sur les jeunes. Et sur le collectif globalement, et la joie queer aussi un peu quoi. Je pense qu'un des leviers, c'est aussi de peut-être arrêter de parler des LGBT-phobies,
dans le sens où, pas qu'il faille pas en parler, pas que c'est pas important de lutter contre l'LGBT-phobie, mais peut-être de pas toujours rentrer par cette même porte des discriminations que subissent les personnes queer, mais aussi de montrer nos existences un peu d'une autre façon, qui soit plus positive. Carrément. Avant de conclure cette émission, on vous propose d'écouter la traditionnelle chronique de l'AJL, l'association des journalistes LGBTQIA+. Et aujourd'hui, c'est Colline Foyot qui nous parlera du sport, de transphobie et des tests de féminité. Colline, à toi le micro. Merci. Alors, le CIO, le Comité international olympique, vient de faire un bond dans le passé. Sa nouvelle présidente, Kirsty Coventry, a annoncé l'interdiction pour les femmes trans de participer aux JO de 2028 et la mise en place de tests génétiques systématiques pour valider la féminité de toutes les athlètes. Oui, vous avez bien entendu, des tests de féminité. Le genre de choses qu'on pensait avoir laissé au siècle précédent. Les Jeux de Los Angeles seront donc au diapason de l'Amérique trumpiste, misogyne, transphobe, raciste, intersexophobe. Mais c'est comment que le CIE justifie ça ? Alors, il utilise un argument qui est répété à l'envi ces dernières années. Il faudrait protéger le sport féminin et l'équité du danger que représenteraient les femmes trans et les personnes intersexes. Mais au-delà d'un pseudo-bon sens, tout ça est en réalité très fallacieux. Déjà, est-ce que l'équité est réellement la priorité dans le sport de haut niveau ? Je n'ai entendu personne réclamer qu'on interdise à Victor Wembanyama de jouer au basket sous prétexte que ses bras seraient trop longs pour ses adversaires. Enfin, blague à part, ce qui est surtout problématique, c'est que quand la patronne du CIO affirme qu'il y aurait un consensus scientifique, c'est en réalité une fake news. Car le consensus scientifique qui est aujourd'hui en train de se construire, ce serait plutôt que les femmes trans n'ont aucun avantage physique, voire un désavantage. Il faut bien réaliser qu'il s'agit en fait encore d'une panique morale montée de toutes pièces. Cette nouvelle règle ne vient répondre à aucune réalité. Les femmes trans sont aujourd'hui quasiment absentes et l'ont toujours été du sport de haut niveau. Elles ne dominent aucune discipline dans aucun pays. On relèvera aussi que dans l'écrasante majorité des cas, les athlètes qui ont été visés par ce genre de polémique avaient un point commun, elles étaient racisées, comme la boxeuse algérienne Iman Khelif en 2024. Et parmi les rares sportives blanches qui ont été accusées d'être trop masculines pour leurs adversaires, les deux seules qui me viennent en tête sont les joueuses de tennis Billie Jean King et Amélie Mauresmo, qui avaient comme particularité d'être des lesbiennes. Peut-être donc qu'au-delà du sport féminin, ce qu'il s'agirait de protéger, c'est finalement une certaine idée de la féminité, blanche, hétérosexuelle, dyadique et cisgenre. Et comment la nouvelle a été traitée dans les médias français du coup ? Alors pour ce qui est des faits, de manière plutôt équilibrée, je dois dire. De ce que j'ai vu passer, les réserves, voire l'opposition de la communauté scientifique étaient mentionnées, et la déclaration de la ministre des Sports, Marina Ferrari, qui qualifie la décision de retour en arrière, est toujours citée. Mais là où je trouve que les médias français sont aujourd'hui à la peine, c'est plutôt pour contextualiser. Je n'ai rien lu sur les dimensions racistes et lesbophobes de la décision du CIO, dont je parlais plus tôt, ni pour expliquer qu'elle participe de la mise en place d'une véritable police du genre, qui par le biais de la transphobie touche en réalité toutes les femmes qui s'éloignent un peu trop des codes d'une féminité stéréotypée. Et surtout, j'aimerais voir autant de productions journalistiques raconter la dérive de plus en plus inquiétante de la transphobie aux États-Unis. Si inquiétante que certains organismes commencent désormais à parler de risques génocidaires. Merci beaucoup Colline. Plus de pédagogie queer pour moins de transphobie, voici notre créneau pour aujourd'hui finalement. Oui. Et puis ça y est, ça sera la sonnerie. N'oubliez pas de faire vos devoirs, puisque vous trouverez toute une liste de ressources en lien avec cet épisode sur le site de Gouinement Lundi. Un très grand merci à Alizé, Eliane, Gaëlle et Oriane d'avoir partagé vos savoirs et expériences avec nous ce soir. Merci. Merci à Colline de l'AJL pour sa chronique. Merci. Cette émission n'aurait jamais pu arriver jusqu'à vos queereilles sans Isabelle à la technique. Merci à Margot avec le U et Oriane ici présente pour la sélection musicale. À l'animation, c'était Arina. Et maintenant, vous pouvez retrouver Gouinement Lundi sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant des likes, des cœurs et en partageant cette émission autour de vous. Ça fait plaisir et ça fait avancer la cause. Merci. Gouinement Lundi, votre phare dans la nuit.